C'est extraordinaire. Alors, je vais commencer par le commencement. Où est-ce qu'elle est, Noël? Tu veux bien? Oui, parce que j'ai besoin d'une petite main adorable pour noter tout ce que je vais vous raconter. Elle a tellement l'habitude, elle vient si souvent, elle me connaît tellement par cœur que, il vaut mieux avoir un scribe fidèle que quelqu'un qui raconte l'histoire comme elle n'est pas. Souvent, c'est comme ça, on nous raconte des histoires qui nous sont. Ça, c'est dommage. Alors, j'ai tout de même apporté des lunettes. On ne sait jamais s'il faut plonger dans des écritures, là, multiples. Peut-être que vous aurez la chance, il y aura des choses qui sortiront. Et je vais devoir lire. Alors, pour lire, ça, les yeux tout seuls, ça ne marche plus, c'est fini. C'était le passé, comme d'autres gens ici, je pense. Ça me rassure. Et alors ça, c'est au cas où on a la petite goutte au nez, puisque, comme je disais hier, les artistes sont des êtres humains. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je suis donc une femme humaine, que si j'ai la goutte au nez, j'ai besoin d'un merveilleux petit mouchoir qu'on appelle Kleenex, ou je ne sais pas, petit mouchoir en papier. Voilà. Alors je le mets là, et je le couvre de mes lunettes, comme ça on le voit. Alors, d'abord levez un peu, bon je vais m'approcher pour voir plus clair. Qui est déjà venu ou voir ou entendre les petites histoires? Levez un peu la main. Ah ben, on a peur de dire c'est magique. Mais pas ici. Ah oui, quand même, il faut oser, hein. Oser, oui. Oh mon Dieu. Il y avait déjà un petit moment. Et la radio. Oui, et la radio. Alors, bon, ceux-là savent de quoi il en retourne, d'autres ne le savent pas. Alors, je dis toujours un petit mot au sujet de ce chapeau que j'adore, qui est un chapeau que Claude Etienne a porté, et tout le monde sait qui était Claude Etienne. C'était le directeur du Rideau de Bruxelles, un merveilleux comédien. Et quand j'ai eu l'idée de ces petits papiers, j'ai demandé au Rideau si, d'abord, il pouvait me donner un petit coup de main pour la première fois. Ils ont mis 50 chaises dans le petit foyer du petit théâtre. On a fait un essai qui était, oserais-je dire, enthousiasmant, concluant. J'ai pas peur de le dire. Et c'est suite à ça que je me suis dit, tiens, je ne vais pas seulement raconter ces petites histoires à mes amis, je vais les raconter à tout le monde. Donc vous êtes tous devenus des amis, et j'espère que vous le resterez jusqu'à la fin. Si jamais, ça pourrait mal tourner, mais j'espère que non. Donc il y a là-dedans 76, je dis ça pour les Français qui seraient là. Merci. 76, non, 73, soyons honnêtes, 73 petits papiers, et chaque petit papier a une histoire. Alors c'est vous qui allez tirer les petits papiers. Et comme je ne vois plus personne, je viens là et je dis, qui veut tirer le premier petit papier? Moi. Ah oui, mais vous voyez, J'ai dit donc avant. ceux qui sont J'ai dit avant. Tu l'as dit avant? Et tu l'as montré avant tout le monde? Mais tu m'as pas vu, je suis loin. Oh, vous vous rendez compte? Maintenant je vais le voir. C'est rapide, hein? Tout est bien. Une petite chose. Bonjour toi, ça va? Non, tu lis. Et alors je dois vous dire, ah oui, on ne voit plus rien. L'histoire de la maison de Sergine. L'histoire de la maison de Sergine. C'est terrible. C'est pas de ma faute, hein? Non, ce n'est pas de ta faute. On commence hard. Very, very hard. Bon, merci ma chérie, tu es merveilleuse, tu as une main Je fais heureuse. des papiers. Hein, c'est pour toi, c'est pour ta vitrine, parce que je dois le dire, les petits papiers appartiennent à ceux qui les tirent. Parce que je dis toujours, c'est une parenthèse, mais je le dis à chaque fois, parce que j'y tiens énormément. Ces petits papiers doivent aller dans une vitrine que vous avez, ou alors un mur, vous avez bien un mur. Ah, tout le monde a un mur, quelque part. Et quelque part, tout le monde a une punaise. Alors, avec un mur et une punaise, on s'en tire très bien. On punaise le petit papier, on le garde jusqu'après ma mort, et après, on va dans la rue en disant « Moi, j'ai assisté à ça, voilà un petit
pas bien, c'est cette pauvre petite femme qui nous a raconté ça et ça et ça. Donc j'offre les petits papiers. Voilà, vous pouvez partir avec. Le second. Vous voulez le second? Bon, on va commencer par le premier. Alors, ma petite chérie qui est là-bas, bien cachée, mais je la vois, a donc tiré la maison de Sergine. Là, il faut que je m'assieds une seconde parce que c'est très, très émouvant comme histoire. Bon, je me suis assise, je ne suis plus émue et je vais vous la raconter. J'avais, malheureusement, elle n'est plus là, une amie qui est devenue ma meilleure amie. Et un jour, cette femme me dit, tu sais, je vais avoir un petit bébé, je voudrais bien que tu sois la marraine. Je n'étais déjà plus très très jeune. Et j'ai dit, écoute, c'est vraiment très gentil, mais cet enfant va être grand et moi je serai vraiment très âgée. Elle me dit, non, tu ne seras jamais très âgée, c'est très bien, je veux que tu sois la marraine. Bon, donc j'ai un filleul que je ne vois plus pour le moment parce que nous sommes tous occupés, mais il existait. Donc cette Céline, qui était ma meilleure amie, m'a dit un jour, tu sais, si on trouve une maison, toutes les deux, ce serait chouette d'habiter dans la même maison. Je dis oui, pourquoi pas? C'est une bonne idée, on s'aime tellement, on s'entend si bien, et puis avec le petit enfant qui va venir et tout ça. Et un jour, elle me téléphone et elle me dit, tu sais quoi, je crois que j'ai trouvé la maison de nos rêves. Oh, je me dis, c'est pas vrai, la maison de nos rêves. Je dis, j'accours, et où est-ce qu'elle se trouve? Pas très loin de chez moi, me dit-elle. D'accord. Je saute dans ma voiture, j'arrive chez elle, à Laken. Et je dis, on prend la voiture, elle me dit, non, on va aller à pied. C'est pas loin, c'est derrière. Très bien, je descends la voiture, on s'en va, on traverse le boulevard, et on tourne une petite rue, deux petites rues. Elle me dit, tu sais quoi, je ne vais pas te dire où elle est pour voir si tu peux la trouver, parce qu'elle savait que j'avais, comme ça, des pressentiments, et enfin bon, parfois je sens des choses très étranges, ou bien très fragiles. Enfin bon, elle me dit, bon, on va voir si tu la retrouves là. Bon, ça va, on est dans la rue, je regarde à droite, à gauche, bien sûr, je dis, c'est passé là, c'est passé là. On avance, puis il y a un beau mur, un beau vieux mur, ça, je traîne ma main sur le mur, j'y vais, quel beau mur, elle me dit, oui, c'est un beau mur. Et on tourne, on arrive sur une adorable petite place. Et voilà, je vais vous montrer ça. Tourne ici, voilà. On longe le mur, on tourne, on arrive devant la maison. Je le fais là, puisque sans quoi je vous tourne le dos et que là, c'est foutu, vous ne verrez plus rien. Donc, on arrive devant une grille énorme et un magnifique jardin. Tout à fait en pagaille, pas soigné depuis 50 ans, de hautes herbes et un marronnier extraordinaire. C'était à l'époque où le marronnier fleurit, le marronnier là avec des fleurs toutes blanches, fabuleux. Et j'arrive face à la maison qui est assez loin, à 30 mètres, 40 mètres dans le jardin. Une jolie maison ancienne, avec un toit pas très haut, un peu comme ça, et un œil de bœuf au centre. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, un œil de bœuf, puis une porte au centre, deux fenêtres là, une ou deux fenêtres là. Ça, je me souviens. Très belle maison, délabrée, vide, inhabitée depuis un siècle. Ça se sentait. J'arrive devant la grille, la prends comme ça. Et il se passe quelque chose, je ne pourrais pas décrire, qui est sans doute comme un coup de foudre à l'envers. Quelque chose qui m'est entré dans la tête, dans le cœur. Et je me suis sentie fascinée par la vie. Et je me disais à l'instant même, ça, cette maison, il me la faut, je la veux. J'étais accrochée comme ça. Je la veux, elle a raison, c'est merveilleux, c'est là où je veux
là, et je n'entendais plus rien. Vaguement, elle me parlait, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Tout le temps, je me disais, je veux la maison, c'est celle-là que je veux, comment faire, il me la faut. Bon. Avec un temps mort, comme ça, derrière, plus rien n'existait, plus rien, plus rien. Et je l'entends qui me parle. Elle me tire par le bras, je ne voulais pas partir. Je dis, allez, viens. Bon, à un moment donné, je décroche de la maison et on s'en va le long du mur jusque devant chez elle. J'étais incapable de reprendre mes esprits. Je ne pensais qu'à une chose, c'est la maison. Il me la faut. Qu'est-ce qui a pu se passer dans cette maison? Peu importe, je la veux. Et arrivé devant ma voiture, il me dit, est-ce que ça va? Tu ne m'as pas parlé, tu ne m'écoutes pas. Mais j'ai dit, si, je t'entends. En fait, je n'entendais rien. Je ne voyais rien. J'étais encore accrochée à la maison. Et elle me dit, tu montes? J'ai dit, non, je m'en vais, je vais rentrer chez moi. Tu pourras conduire, mais ne t'inquiète pas, ça ira très bien. Je suis montée dans ma voiture, et je ne sais pas comment je suis arrivée jusque chez moi. J'habitais encore au Sablon, un appartement que tu as très bien connu, parce que tu as habité là, où tu m'as acheté, je te vois encore là, voilà. Et j'ai arrêté ma voiture, je suis montée. Et l'appartement était au second, et c'était tout petit et absolument adorable, en tout cas moi je l'aimais. On ouvrait la porte, et il y avait, en principe, on tombait dans une pièce que j'avais coupée avec un rideau, une certaine distance de la porte d'entrée. J'avais un tout petit hall, un rideau, et derrière j'avais fait ma chambre. Et puis on passait une porte, on arrivait dans la salle à manger, qui était vers la cuisine, comme ça, la porte d'entrée là, la chambre à coucher, le petit hall ici. Là, on arrivait comme ça, la salle à manger, là, il y avait une baie, et puis une grande pièce qui était une cuisine. J'avais fait mettre une douche, etc. Au-delà, il y avait une grande terrasse qui donnait sur le toit, et on voyait le pour vous situer simplement. Je suis donc entrée, j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai ouvert la vitre. Je me sentais horriblement fatiguée. Je me dis, il faut que je me repose de nuit. C'est pas possible. J'ai ouvert la vitre. Habillée, je me suis mise sur mon lit. Et à l'instant même, tout est devenu tout noir, alors que c'était dans la journée. Les rideaux étaient, il n'y avait pas de, les tentures étaient ouvertes, il y avait du soleil. C'était l'après-midi. C'est devenu tout noir. Tout est devenu tout noir. J'ai senti que je me levais au-dessus de mon lit et je suis partie comme une flèche dans un tunnel tout noir. Chac! Et je suis arrivée devant la maison en venant de loin, tout droit sur la grille. Et je me suis dit, si je reste de face, je ne pourrai pas passer par la grille. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut se dire. Et je me suis en effet mise de pied. Je suis passée à travers les grilles, à travers la grille, à travers les barreaux de la grille. J'ai traversé le jardin. Ah, ça, j'ai jeté un coup d'œil sur l'arbre et je l'ai encore admiré. Il était magnifique, en fleurs, sublime. Un vieil arbre, un vieux marronnier, tout grand, tout grand. Et la porte de la maison était ouverte. Et je suis arrivée à une vitesse extraordinaire. Comme le tout s'est passé très vite, je suis arrivée au centre de la maison, dans le hall d'entrée. Le hall d'entrée était, me semble-t-il, relativement grand, mais tout sombre tout autour. Je ne voyais pas. Je ne pouvais rien voir, sauf qu'il y avait deux portes de ce côté-là, et puis le noir par là, et un vague escalier qui partait par là. Et j'étais au cœur de la maison, et je me suis mise à tomber. Toujours par ça, un mouvement de rotation relativement lent au début. Comme ça, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je me suis sentie très mal. Et chaque fois que je passais devant la porte, j'arrivais, je voyais l'arbre, et je me disais, mon Dieu, si l'arbre pouvait m'arriver. Et je tournais, mon Dieu, l'arbre. Et
ça tournait, puis je me suis rendu compte très rapidement que le cercle devenait plus étroit, plus étroit, plus étroit. Et j'ai pensé au milestone des parcours. Et c'est exactement ça qui m'est venu dans l'esprit. Cet engloutissement vers le bas et la mort, évidemment, bien sûr. Je tournais. Et au moment où ça s'est accéléré, comme ça, je me suis dit, il faut que je remonte, il faut que j'arrive à ralentir le mouvement au-dessus, et je descendais, il y avait comme des choses gluantes comme ça qui me touchaient, comme des fils, un peu comme quand j'étais petite, à la fois, quand on passe dans les tunnels, là où il y a des têtes de mort et des choses comme ça, il y a des trucs qui traînent et ça vous vient dans la figure, et ça m'avait toujours fait peur, et je n'ai fait ça qu'une fois dans ma vie, je déteste ce genre de choses. Et ça me donnait la même impression, c'était exactement ça. Et j'ai commencé à lutter pour remonter. Je me dis, il faut tendre vers le haut, essayer de remonter d'un étage. Si ça continue, je vais descendre, ça va être fini. La maison va me manger, elle va m'avaler. Et j'ai commencé à lutter à chaque tour pour essayer de remonter un tout petit peu. Et chaque fois en passant, je regardais l'arbre et je priais vers l'arbre. Il était là chaque fois que je passais, je tournais comme ça. Il était là dehors, je disais, mon Dieu, fais quelque chose pour moi, sauve-moi. Je ne veux pas rester dans cette maison, je ne veux pas mourir ici, je veux vivre, je veux remonter. Et je me suis vraiment obligée à remonter, en me disant, si j'arrive vers le haut, je pourrai ressortir. Et à un moment donné, il faut croire que j'étais arrivée à la hauteur du départ, et tout à coup, je suis repartie par le jardin, comme j'étais entrée. En passant, j'ai remercié l'arbre, paf, je me suis mise sur le côté, j'ai traversé la rue, le couloir, et hop, je me suis retrouvée. Et tout était noir, et puis très rapidement, c'est devenu clair. C'était l'après-midi. J'étais effroyablement fatiguée. Je suis tombée sur le côté, je me suis endormie. J'ai dormi, je ne sais pas combien de temps. Et en me réveillant, je me suis dit, je ne veux plus cette maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison. Cette maison m'a envoûtée quand je suis arrivée. Il y a eu comme un charme, comme un envoûtement. Vraiment, c'était ça. Au moment même où je suis arrivée devant la grille, quand je l'ai vue, ça a fait cet effet-là. Et tout s'est enchaîné très logiquement et tout à fait normalement. Et quand je me suis réveillée, j'ai enlevé la maison de mes pensées. Je me suis dit, c'est une maison néfaste. Il y a peut-être eu un mort dans cette maison, un assassinat, il y a eu un drame dans cette maison. Je ne veux pas. Et bon, je travaillais encore à Neuchâteau, je donnais un cours à Neuchâteau, c'était avant 80. Et il y avait à Neuchâteau un Indien qui donne des cours de yoga, mais les cours déjà un peu en haut, pas le cours des débutants. Il était avec des gens qui avaient déjà fait du yoga. Il était magnifique, il s'appelait Sri Bashya. Et je lui ai raconté l'histoire, on mangeait ensemble, tous les profs et tout ça. Je lui ai raconté l'histoire. Et il m'a dit, écoute, c'est extraordinaire ce que tu me racontes, parce qu'il y a de ces gens chez nous qui ont l'art de sortir de leur corps, qui ont une technique pour sortir de leur corps. Normalement, on ne peut pas faire ça, ça n'arrive jamais. Si on ne sait pas comment réintégrer son corps, 9 fois sur 10, on vous trouve là. On ne sait pas pourquoi. Mais si on ne peut pas réintégrer son corps, il me dit, et tu as fait ce qu'il fallait tout à fait instinctivement pour remonter à la surface et rentrer dans ton corps. Il dit, c'est formidable, mais c'était un
vraiment senti instinctivement ce qu'il fallait faire. Et j'ai été persuadée en tournant ça que ça ne pouvait pas s'arranger en descendant, que j'allais y rester, je ne voulais pas. Et ça a été très dur pour moi. Il a fallu, il me semble, soulever des tonnes chaque fois pour remonter, encore vouloir monter. C'est pas une véritable distance. On ne pouvait pas dire j'étais très bas. Je n'étais pas très bas, mais ça semblait ça semblait m'aspirer terriblement vers le bas. Et rien que cette sensation pour monter, pour remonter, était affreusement douloureuse. Et j'y suis arrivée au moment où ça s'est accéléré en haut, d'abord en bas, puis tout doucement, ça c'était plus facile, etc. Et je suis restée dans cet état jusqu'à la maison. Je me suis endormie. Et puis quand je suis arrivée, c'était fini. Et on n'a plus jamais parlé de la maison. Et j'y suis retournée longtemps après. Je savais où elle était. Je l'ai retrouvée. Et elle avait complètement changé. J'y suis retournée, pas tout de suite, quelques années après. Et elle avait été vendue. Le jardin avait été nettoyé. L'arbre y était toujours. Et la maison était transformée. Bon, c'était la même structure, mais c'était habité. Elle n'avait plus aucun charme pour moi. Elle ne dégageait plus rien. Rien. Je suis restée devant, j'ai regardé, et puis c'est tout. Et voilà. Ça, c'était l'aventure de la maison de Serge. Et je ne peux pas mieux expliquer que ce que je raconte là. Et je ne peux dire qu'une chose, c'est que ça m'est arrivé, que c'est vrai. Je ne vois rien. Alors, qui voulait? C'était vous? Allez-y. Ah, oui, vous tournez, mais ne faites pas comme moi. Ah, la doublure, vous ne pouvez pas la prendre. Allez-y. Vous voyez assez clair ici. Et n'oubliez pas de garder le truc, la punaise, le mur, etc. Alors, qu'est-ce que... Les biscuits. Ça alors. Jacqueline, oui, tu es là? T'as entendu les biscuits? Bon, alors, les biscuits. Trois Et mon petits père coups. pouvait toujours avoir les biscuits cassés. Alors il allait secouer la boîte. Ça, c'est autre chose. Je n'ai pas secoué la boîte, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Trois petits coups, et puis... Oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Donc, je vais raconter l'histoire des biscuits. Et ce que je dois vite introduire dans la conversation, c'est que ce qui est étonnant, c'est que souvent les mêmes histoires. Et hier, les trois petits couples, les biscuits sont sortis. On va voir pour la suite des événements ce qui va sortir. Si éventuellement c'est sorti hier, ce serait très amusant. Voilà déjà la deuxième. La deuxième histoire est une de celles qui est sortie. Donc je vais vous raconter l'histoire des biscuits. Alors, j'avais une maison à Flobec que j'adorais. J'avais une amie aussi que j'ai perdue de vue depuis longtemps. Et un jour, nous allons à Flobec dans ma maison. Et à côté, j'avais un voisin que j'adorais qui s'appelait François. Je peux dire son nom, c'est pas grave. D'habitude, quand c'est vraiment très grave, je ne dis pas les noms parce que c'est pas la peine de les retrouver. Ne faites pas le chemin pour aller à Flobec, pour François, etc. Non, il n'y est plus. Il y a longtemps de ça. Et puis si vous le retrouvez, c'est sûrement plus tellement. Mais ça ne fait rien. Bon, donc, on va dire bonjour à François, elle et moi. En arrivant, frappe, personne, il avait un grand jardin. Je dis à ma copine, tu sais, il est probablement dans le jardin. Or, on entre, et dans la salle à manger, c'était une très ancienne maison, une petite ferme, un peu comme la mienne, mais la mienne était beaucoup, beaucoup moins belle que celle que François avait, et dans laquelle il était né. Une jolie maison de beaux vieux meubles, enfin, des trucs qu'on aime avec un plafond tout bas, des poutres au plafond, des vieilles poutres, enfin, bref,
des lieux de rêve comme ça dans lesquels on est encore bien, peut-être actuellement encore toujours bien à la campagne. Et on fait, ouh, il n'y a personne. Et sur la table, il y avait un bol avec des biscuits, de beaux biscuits. Et on se dit, mon Dieu, il y en a tellement. On se prend chacune un biscuit. Ça va, on lui dire. On prend chacun un biscuit, on en mange un. Il est au fond du jardin, on le retrouve, on s'embrasse, on bavard, on s'écrit, on reste là pendant une demi-heure. Et puis, ben, au revoir. Bon, on est venu te dire bonjour, on s'en va. Et en repassant dans la salle à manger, tout ça fait flopé, ça remplit le beau grand biscuit. Elle me dit, tu sais, si on en prend encore un, rien du tout. Et on s'en prend encore un. J'ai dit, de toute façon, je l'appelle demain, je vais chacune deux. Elle en prend un, elle dit, écoute, j'en prends tout de suite deux. Bon, elle part avec ses deux biscuits, je pars avec mes deux biscuits. On les mange, en allant chez moi, on tourne le bois, on doit faire 200 mètres pour rentrer chez moi. Et déjà, là, je me dis, c'est quand même amusant la campagne. Qu'est-ce qu'on s'amuse et on se met à rire. On se met à rire comme des dingues. Je la regarde, elle s'écroule de rire. Je la regarde, je m'écroule de rire. On est là pour rien, on tourne. De chaque mot qu'on disait, on était par terre de rire. Non, c'est incroyable, pourquoi est-ce qu'on rit comme ça? Ça n'est tout même pas drôle ce qu'on me dit. Ça me fait pas rire, oh, quelle histoire! C'est merveilleux ces biscuits, qu'est-ce qu'ils étaient bons, on aurait dû en prendre des tas, oui, on aurait dû en prendre. Enfin, on est malade de rire. Et je me disais bêtement dans ma tête, enfin c'est pas possible. Rentrer à Bruxelles, je ne suis même pas en état de conduire. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi on rit comme ça? C'est pas normal. Et tout à coup, je vois le fond du jardin de François et ces belles plantes qui ont comme des mains. Vous savez, toutes ces plantes qu'on ne peut pas voir dans ce jardin, qui ont de belles mains, qu'on hache et qu'on fume. Eh bien, François avait pour son compte personnel un petit lopin de terre avec ces jolies plantes très décoratives. Et je sais que les gendarmes m'avaient dit, écoute François, il est né là, hein, vous pensez bien qu'il connaît les gendarmes. On lui a dit, écoute François, pour ton compte personnel, mais pas pour d'autres, hein, tu peux pas. Donc il cultivait un peu de hache dans son jardin. Il avait fait des gâteaux au hachis. Et nous en avions mangé chacune. Donc nous étions dans un état de gaieté extraordinaire. Je ne sais pas, les gens d'habitude sont très arrêtés. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas une fumeuse de hache. Sauf une fois où ça m'est arrivé, des années avant, c'est d'ailleurs comme ça que c'est venu dans ma tête. J'étais un jour avec des copains dans une réunion, puis des amis, on était assis là, et il y a un type qui me passe une cigarette. Il me dit, enfin, c'est pas hygiénique, c'est pas propre, pas comme ça, mais allez, écoute, on se connaît tout, allez, hop, tu tires un coup, tu passes la cigarette, j'ai donc, elle est passée plusieurs fois, elle est revenue, et après une heure, tout le monde me regardait, il disait, qui n'a pas l'habitude, comment tu te sens, ça va, oui, je vais parfaitement bien, n'ai pas de problème, pourquoi? Est-ce que je devrais en avoir un? Tu ne sens rien? Tu n'es pas un peu... Non, je dis non. La seule chose, je crois, que je constate, c'est que j'ai les deux gros orteils qui piquent. Ah, tu as les orteils qui piquent? Oui, c'est tout ce que j'ai.